à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous nous entendez bien. Alors bienvenue à notre webinaire du jour. Donc les cabinets Galaxy Conseil et Plenita vont vous proposer leur regard croisé sur les risques dans les services à la personne. Les intervenants d'aujourd'hui seront principalement Pascal Lévy et Marion Emmerich. Donc Pascal, dirigeant du cabinet Galaxy Conseil, et Marion, la directrice du cabinet Plenita. Et moi, je serai présente principalement dans le chat si vous avez le moindre problème, et puis pour animer un petit peu les questions-réponses. Donc si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans l'onglet questions, et on fera toute une partie questions-réponses à la fin du webinaire. Alors, la question, pourquoi on parle de risques spécifiques dans ce secteur et pourquoi avec Marion du cabinet Plenita, on a voulu faire ces webinaires. C'était en fait quand on regarde dans les grandes entreprises, elles ont un service de gestion des risques, elles ont des processus de cartographie des risques et une planification de la réponse aux risques qui est assez importante. Et notre constat commun avec Marion, c'était que, que les structures d'aide à domicile et de services à la personne sont principalement des PME, voire TPE, et qu'elles sont à la fois confrontées à des risques, mais en même temps qu'elles n'en ont pas forcément conscience et qu'elles n'ont pas forcément mis en place les outils qui allaient bien. Marion, si tu veux dire un mot. Oui, effectivement, je pense que la question de risque management, de management des risques est primordiale, quelle que soit la taille de la structure, et qu'aujourd'hui, on est là pour vous donner une vision du risque en amont et vous apporter en fait tous les outils pour agir en prévention et vous accompagner parce que vous n'avez pas forcément un DRH, un RRH, un DAF et qu'un risque peut mettre en jeu la continuité de votre structure, un sinistre ou la réalisation d'un risque. Alors après, la question qui se pose, c'est pourquoi dans les services à la personne et l'aide à domicile. Alors c'est le slide précédent, mais c'est pas grave. En fait, vous intervenez auprès de publics fragiles, personnes âgées ou personnes handicapées, et puis vous intervenez également au niveau des gardes d'enfants. Donc on vous confie les enfants et on comprend aisément que dès lors qu'il y a négligence sous une forme ou sous une autre, si dans vos prestations vous êtes défaillant et que ça cause un préjudice, un dommage, on va dire, à une personne âgée parce que vous n'êtes pas là, parce qu'on lui administre pas les bons médicaments et ainsi de suite, ça a des conséquences sur sa santé. Et forcément, derrière, vous avez un risque au niveau de votre structure de mise en cause. Pareil pour la garde d'enfants. Si l'enfant est livré à lui-même et si la nounou ne fait pas son travail, bah effectivement, il y a un risque évident de mise en cause. C'est pour ça on considère que ce métier est un métier à risque pour ces raisons-là, donc c'est lié à l'activité. Et puis, par ailleurs, vous gérez du personnel. Et dès lors qu'on gère du personnel, effectivement, ça implique un certain nombre d'obligations et ça comporte, vous le savez bien, un certain nombre de risques. Donc voilà ce qui nous a amené, en fait, à bâtir ce webinaire et vous proposer ces thèmes. Voilà. Alors, dès qu'on devient dirigeant, on comprend ce que c'est un risque. Quand dans notre vie antérieure de salarié, on n'appréhende pas le risque de la même manière. Et là, dès lors qu'on dirige une structure, que ce soit une structure associative ou une structure commerciale, on a très vite conscience de la notion de risque parce que gérer une entité juridique, ce sont des responsabilités, des responsabilités civiles, des responsabilités pénales, ce sont des responsabilités contractuelles et Marion viendra nous détailler tout ça. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre comment on peut gérer les risques
faire des focus particuliers sur des risques qui ont un fort impact pour vos structures et voir comment vous pouvez soit le prémunir, soit de l'autre côté, vous couvrir en termes d'assurance. Alors, ça, je viens un tout petit peu d'en parler. L'idée, c'est effectivement de ne pas couvrir tous les risques, parce qu'ils sont nombreux. On a fait certains choix avec Marion sur certains risques à fort impact, comme je le disais précédemment. On n'a pas voulu traiter non plus des sujets qui sont des sujets à part entière, par exemple risques psychosociaux. On n'a pas voulu traiter ce point parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul. Mais l'idée, c'est, voilà, on a ciblé certains risques pour attirer votre attention et être focus sur ces points-là pour que vous puissiez mettre en place des actions de planification et des actions correctrices de telle sorte que à l'issue de ce webinaire, vous sachiez ce que vous avez à faire et à le planifier. Oui, alors je vais prendre la parole, je vais laisser un peu souffler Pascal. Désolée pour ma voix. Désolée, j'ai pris du citron et tout. J'espère que je vais essayer d'être la plus audible. J'ai pris du miel et du citron, mais malheureusement, voilà, je suis touchée au niveau des cordes vocales. Donc, je vais essayer d'articuler et d'être la plus claire et la plus compréhensible pour tous ceux qui nous écoutent. On entend parfaitement. Parfait, merci. Donc, effectivement, on est dans l'univers des ESSMS et plus particulièrement donc, des services d'aide et d'accompagnement à la personne. Donc, qui dit, on est sur un public quand même sensible, un public fragile, personnes handicapées, personnes âgées, garde d'enfants, qui des fois sont même des nourrissons, moins de 3 ans. Et il est important pour vous, afin d'illustrer au mieux et de se mettre à votre place et que ça soit le plus parlant pour vous, qu'on l'illustre à travers des exemples de sinistres que nous, on a au quotidien, puisque on a notre propre service sinistre qui est au sein du cabinet. Donc, c'est vrai que c'est des exemples qu'on a tous les jours. Et pour vous, il faut que ça soit concret, qu'on se mette à votre place. Voilà, donc c'est ce qui est prévu au programme aujourd'hui. Alors, on va commencer dans un premier temps, ce qu'on vous parle de risque, c'est sympathique, mais qu'est-ce qu'un risque? Un risque, si on prend la définition du petit Robert, définition classique dans un dictionnaire, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut nous compromettre nous-mêmes, compromettre bien évidemment la structure, et que le risque est consécutif à un danger. S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, et réciproquement. Et comme on va parler d'assurance, qui dit l'assurance, mais qui est corrélée au risque, malheureusement, c'est la probabilité d'un événement négatif. Donc, il y a la notion d'aléa et d'incertitude, c'est-à-dire qu'on peut, je prends le risque de traverser la rue, je peux me faire culbuter par une voiture, mais je prends ce risque en n'étant pas certain que je puisse aller de l'autre bout du trottoir. Donc, il est pareil pour votre structure, on touche, on met le point, on va faire des focus sur différents événements qui peuvent vous impacter, tout en sachant que, bien évidemment, vous ne serez pas forcément touché ou impacté par cet événement. Et puis, qui dit risque, il est important dans la conduite d'un bon dirigeant de structure de mettre en place des stratégies de prévention. C'est important pour la personne morale, mais également pour les salariés ou toute personne que vous pouvez avoir sous votre responsabilité. Donc, on va parler, l'assurance est une réponse, mais on va parler gestion des risques et identification et analyse des risques. Voilà, et prise de conscience, parce que déjà, rien qu'en prenant conscience aujourd'hui avec nous, Pascal ou moi, de ces différents risques auxquels vous pouvez être confrontés, c'est déjà 50% du chemin qui est fait. Donc, quand on parle de risque, évidemment, on parle de responsabilité.
responsabilité morale, c'est-à-dire de répondre de ses actes vis-à-vis de la société civile. Et en droit, si on n'est pas responsable, si on néglige cette responsabilité, on peut être sanctionné de ce comportement dommageable. En droit, en élargissant tout ça, on va voir qu'on a différentes choses. Donc, on a la responsabilité administrative qui est corrélée au droit administratif. Donc, c'est l'obligation pour l'État, les collectivités locales ou autres, de répondre des dommages qu'elles causent. Donc, ça, c'est plus dans le secteur public. Après, on a la responsabilité pénale. Aujourd'hui, on a tous, on peut tous malheureusement faire une infraction pénale. Alors, on va voir, il y a différents degrés, mais la responsabilité pénale peut être toujours actionnée avant la responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est bien évidemment d'indemniser la victime à qui on a causé un dommage et de réparer le dommage qu'on a pu causer vis-à-vis de la société. La responsabilité médicale, donc là, c'est les dommages subis par un patient, subis par un bénéficiaire, et on verra que avec la réforme autonomie, la loi autonomie qui a été mise en place au printemps dernier, à effet du 1er juillet même, vous êtes aujourd'hui, c'est la responsabilité médicale, vous pouvez être confronté à celle-ci avec cette réforme. La responsabilité civile, on continue à être en entonnoir, c'est de réparer les dommages qu'on cause à autrui. Je pousse quelqu'un dans la rue, malheureusement cette personne fait tomber ses lunettes, elle les casse, je dois lui réparer les lunettes parce que j'ai donné un coup de coude ou je suis tombée sur la personne malencontreusement, je lui ai causé un dommage, il est normal que je répare les actes que j'ai pu causer à cette personne. La responsabilité par rapport à la responsabilité pénale, elle a vraiment un but, c'est la victime. Après, dans la responsabilité pénale, des dommages causés à autrui, il faut savoir que c'est en raison d'une faute qu'on a pu causer nous-mêmes ou alors d'une chose ou de quelqu'un qu'on a sous sa garde. On le verra avec la responsabilité du commettant, entre autres, ou même vous pouvez tout simplement, on va prendre l'exemple de votre chien à titre privé. Vous avez votre chien, il vient mordre quelqu'un dans la rue. La personne va se retourner contre vous parce que vous êtes propriétaire du chien et qu'il est sous votre garde. Next. Donc, la responsabilité civile, il y a 3 éléments qui constituent la responsabilité civile, 3 conditions qui sont un fait générateur, donc quelque chose, mon chien mord quelqu'un, il y a un dommage, il va malheureusement blesser la personne, elle va être ouverte sur plusieurs points, et un lien de causalité. Donc, ça, c'est des notions, on va le transposer au niveau de la structure, mais c'est des notions que même en tant que dirigeant de structure, vous devez avoir en tête. Donc, on a la responsabilité contractuelle d'un côté, donc c'est vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous passez un contrat. En l'occurrence, vous passez le contrat avec une famille dans le cadre de la garde d'enfants. Il y a un contrat qui vous lie à cette personne. Vous pouvez être mis en cause s'il y a eu une inexécution de ce contrat vis-à-vis de cette garde d'enfants. Là, il y a un contrat, donc là, on va être vraiment contractuel. La responsabilité va être engagée vis-à-vis du contrat, de la convention qui est passée avec ce bénéficiaire dans le cadre de la garde d'enfants, de cette personne âgée, personne handicapée. Après, on distingue également la responsabilité délictuelle, qu'on appelle également la responsabilité extra-contractuelle. Et là, ce sont les faits qui sont causés par la personne elle-même. D'accord ?
faute commise par l'auteur directement. Donc, votre enfant, il est dans la rue. Malheureusement, il est sous votre garde en rentrant de l'école. Vous regardez votre portable parce que ça nous est tous arrivé de regarder un gentil petit SMS ou un gentil petit mail qui vous arrive. Malheureusement, votre enfant, il lâche votre main. Il vient à causer un dommage à un cycliste qui passait par là. Votre responsabilité, elle est engagée parce que votre enfant doit être sous votre surveillance, sous votre garde. Pareil avec l'histoire du chien tout à l'heure, hein. L'employeur, du fait de son préposé, et ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que l'employeur est responsable du fait des agissements de ses préposés qui sont sous sa garde. Voilà. Donc, on a, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, il y a l'existence d'un contrat entre la victime et l'auteur du dommage. Le contrat, la convention, bien évidemment, doit être valable. Il faut qu'il y ait un dommage qui soit subi par le contractant. Il faut que ce dommage soit consécutif à l'inexécution d'un contrat. Donc, on est vraiment dans le cadre de la responsabilité civile. La responsabilité civile, la responsabilité contractuelle s'étend bien évidemment à d'autres. Ça peut toucher le plombier qui répare chez vous des dommages. Ça s'étend à d'autres domaines d'activité. Donc, c'est vrai, c'est le Code civil qui gère d'un point de vue législatif qu'est-ce qu'un contrat. Et là, on est plus dans vis-à-vis d'une personne. C'est tout simplement, c'est un accord de volonté passé entre une ou plusieurs personnes. Donc, il y a une notion de caractère synalagmatique visant à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Donc, c'est vrai que de part et d'autre, il y a des obligations dites qui découlent dès lors qu'une convention est signée entre les deux parties. Et les conséquences de ces défaillances, désolé d'être un peu très juridique, mais ça fait référence à l'article 1217 du Code civil, c'est-à-dire que vous prenez un engagement envers une autre partie et que s'il n'a pas été exécuté, si par exemple vous n'avez pas pu aller jusqu'à cette obligation, jusqu'à l'exécution du contrat, on est en droit de vous demander des réparations, des dommages et intérêts, ou tout simplement, voilà, on va vous demander tout simplement de répondre de votre obligation d'exécution du contrat. En matière délictuelle, donc là, c'est l'autre volet qu'on a vu. Là, on est vraiment sur la responsabilité d'autrui ou d'une personne qu'on a sous sa garde. Donc, ça peut être quelque chose d'intentionnel ou pas. D'accord? Un enfant, c'est non intentionnel. Vous regardez votre portable, votre enfant vous lâche la main. C'est pas volontaire. Donc, c'est simple. Tout ce qui fait référence à un contrat, c'est de la responsabilité contractuelle. Et tout ce qui découle de la responsabilité des personnes ou des choses qu'on a sous sa garde fait référence en fait à tout ce qui est délictuel. Après, donc la responsabilité délictuelle ou contractuelle, on est toujours avec un dommage, un fait générateur et un lien de causalité. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand il y a un dommage qui a lieu, on va regarder qui est responsable de ce dommage. On va analyser, on va voir, est-ce que c'est la préposée qui avait cet enfant sous sa garde, qui a regardé son portable et elle n'aurait pas dû, pendant son temps de travail, regarder son portable. Elle devait avoir un œil vigilant sur les enfants
dont elle avait la garde, dont elle avait la surveillance, par exemple en garde d'enfants, bien évidemment. Donc là, on a la notion de dommage, la notion de responsabilité. On va regarder aussi la notion de dommage. On va regarder également la notion de préjudice, parce que qui dit préjudice dit indemnisation. Dit bien évidemment, on va regarder, il peut y avoir un préjudice moral, il peut y avoir un préjudice économique, il peut y avoir un préjudice comment s'appelle, extra-contractuel, donc tout ce qui est extra-patrimonial, donc dès lors d'un préjudice lié à l'affection de la personne qu'on a pu perdre. Voilà, donc il faut bien faire la distinction également entre le dommage qui a été causé, dommage matériel, corporel, immatériel, c'est tout ce qui est financier, et la notion par ailleurs de préjudice. Donc, c'est des choses qui, nous, en assurance, sont importantes parce que s'il y a un dommage, il peut se corréler du préjudice moral, etc., qui va faire venir que le montant d'indemnité va être supérieur. Donc, c'est important. Et là aussi, qu'est-ce qui a généré ce dommage? Est-ce que c'est la faute de la personne? Est-ce que c'est un fait volontaire ou involontaire, intentionnel, non intentionnel? Ça peut être le fait des choses. Donc, comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir du fait des choses? Un animal, voilà, c'est entre deux, mais c'est une chose animée qui est sous sa garde. Et ça peut être aussi le fait d'autrui. En l'occurrence, là, on va faire référence à la responsabilité du commettant parce que ça peut être des personnes dont on doit répondre, ou ses enfants, hein. Ça nous est tous arrivé d'avoir un enfant qui vient pousser un autre enfant dans la cour d'école. On va nous dire, bah voilà, il a cassé les lunettes d'un tel dans la cour d'école, il ne fallait pas qu'il le pousse. Et à ce compte-là, ça va être notre responsabilité civile à titre privé, RC vie privée, qui va jouer parce que notre enfant dépend de notre garde. Mais nous, en l'occurrence, là, ce qui va nous intéresser, c'est la responsabilité du commettant. Donc, ça fait référence là aux articles 1240 et 1240 et suivants. Donc, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Voilà, alors après, ça c'est la responsabilité du fait personnel. La responsabilité du fait des choses, article 1242 du Code civil, vous avez vu toujours 1240 et suivant. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre à des choses qu'on a sous sa garde. Voilà, mes enfants, ce sont des personnes dont je réponds, ou mon chien, etc., qui sont sous ma garde, bien évidemment. J'ai un devoir de surveillance. Donc là, 1242, alinéa 5, et c'est principalement là des choses qui vont nous concerner aujourd'hui, c'est les maîtres et les commettants. Donc la responsabilité du commettant du dommage causé par leur domestique. Alors il faut savoir, hein, on va remettre dans un contexte historique, hein, qui est à l'origine du Code civil, vous le savez tous, enfin, c'est Napoléon, 1804. Donc c'est pour ça qu'il y a un terme un petit peu dépassé, donc domestique, mais également préposé, hein, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Donc évidemment, en fait, moi, en tant que commettant, mes salariés sont sous ma garde. J'ai une obligation, en fait, vis-à-vis d'eux, comment ça s'appelle, des dommages qui pourraient causer à autrui auprès des bénéficiaires. Il faut savoir également que j'ai une obligation de sécurité de résultat en tant qu'employeur.
Souvent, en fait, quand il va avoir un dommage dont le salarié va être responsable, le salarié étant insolvable, on va rechercher la responsabilité de l'employeur. C'est ce que vont faire les magistrats. Ils vont rechercher la solvabilité de l'employeur. Bien souvent, on est sur une population qui a des maigres salaires avec bas salaire et que ce sont des personnes qui sont insolvables. Je parle de là, c'est par exemple en cas de vol par préposé. Il faut savoir, alors c'est très important, qui dit responsabilité, obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des salariés. Vous le connaissez, j'espère que vous le connaissez tous, sinon je vous inviterai à le mettre à jour. C'est qu'on est dans le cadre d'une évaluation des risques, que vous devez avoir un DUER, qui est un document unique d'évaluation du risque, qui est fait dont vous devez faire part à la médecine du travail, et vous devez énumérer tous les risques auxquels votre structure peut être confrontée. Ça fait référence à l'article R 4741-1 du Code du travail. Donc, c'est vrai que vous pouvez être puni d'une amende. Donc là, on est sur le volet pénal, en l'occurrence d'une contravention de 5e classe, parce que vous devez avoir un DUER qui doit être mis à jour très régulièrement. D'accord? Ça, c'est très important. Il faut savoir également que si vous ne respectez pas vos obligations en tant qu'employeur, on peut vous retirer l'agrément pour votre structure associative ou entrepreneuriale parce que vous n'avez pas répondu à votre obligation de sécurité de résultat et que vos salariés ne sont pas en sécurité. Et ça, c'est la faute inexcusable de l'employeur. Ça fait référence également à la faute inexcusable de l'employeur, donc à votre responsabilité civile professionnelle. Donc, si vous faites courir un risque à vos salariés, votre agrément peut être retiré. Donc, toujours au Code du travail. Sur la notion de responsabilité pénale, donc il faut bien retenir que si vous êtes mis en cause, il y aura déjà une action, votre responsabilité pénale qui sera retenue, une action pénale et après une action civile. Ça se passe toujours comme ça. Au pénal, c'est que nul n'est censé ignorer la loi, que vous êtes, comment ça s'appelle, ce sont les actes illégaux. Voilà, je ne peux pas me permettre de tuer quelqu'un dans la rue ni de commettre un vol. Que je n'ai pas à mettre en danger autrui également, ni à faire du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, que je ne dois pas commettre d'homicide involontaire ni escroquerie. Je peux également, et on l'a vu précédemment, mise en cause au titre pénal parce que je n'ai pas répondu à mon obligation de sécurité vis-à-vis de mes salariés. Donc, au titre de la faute inexcusable, comme je vous l'indiquais précédemment, on va rechercher sur le plan civil, mais également sur le plan pénal, votre responsabilité. Dernier volet qui nous intéresse en matière de responsabilité, c'est tout ce qui fait état à la responsabilité médicale. Comme je vous ai dit aujourd'hui, la responsabilité médicale pour les services à la personne est quelque chose qui doit être incluse, qui est quelque chose pour lequel vous devez être couvert. Je vous inviterai à vérifier vos contrats d'assurance respectifs pour que le volet médical soit couvert. Il faut que, on est sur une obligation de moyens, mais ça vise à responsabiliser tout dommage sur le plan médical, vous n'avez pas répondu. Il peut y avoir une faute. Désolée, je perds mes moyens.
c'est le cas de le dire. Donc voilà, on est dans un cadre médical, mais aujourd'hui, ça s'impose. Ça s'impose, donc à ne pas négliger parce que vous avez, et on le verra avec les différents sinistres, on a des sinistres aujourd'hui qui sont à la limite du paramédical et du médical. La frontière est très fine. Donc demain, vous pouvez, on peut rechercher votre mise en cause parce que, par exemple, enfin, je vous le dirai tout à l'heure, avec des exemples plus parlants pour vous, mais c'est important que cette responsabilité médicale soit incluse dans vos contrats d'assurance pour ne pas vous retrouver sur une exclusion au moment d'un sinistre. Et on en vient également, donc ça c'était un volet qui est important. Et le dernier, c'est quand on a échangé avec Pascal, c'est la responsabilité du dirigeant. Il est important de savoir que vous avez certes votre responsabilité civile, professionnelle et médicale qui peut être engagée sur les plans civils, pénal, mais ça s'étend également au champ de la responsabilité du dirigeant. Et là, on va être non pas sur l'écran de la personne morale, mais là sur la personne à titre personnel, la personne propre, d'accord? Donc, vous pouvez être mise en cause à titre personnel. Non, il y a les grands champs, il y a les grands domaines, faute de gestion caractérisée, non-respect des lois et règlements, violation des statuts, à savoir que cette responsabilité des dirigeants est beaucoup plus forte sur le champ entrepreneurial que associatif. Pourquoi? Parce que les magistrats seront malheureusement beaucoup plus conciliants avec des bénévoles, parce que bénévoles qui sont considérés comme des dirigeants de droit et qui se disent que voilà, tout bénévole, personnel, conseil d'administration, c'est pas leur métier. Et s'ils venaient à commettre une faute, ils ont droit à l'erreur. Un directeur, tout dirigeant d'établissement ou de structure, plutôt de structure, désolé pour le terme, est considéré comme un dirigeant de fait. Et les magistrats seront beaucoup plus sévères avec un dirigeant d'entreprise qu'avec quelqu'un d'associatif, parce qu'en associatif, il y a la notion de bénévole qui intervient. Mais n'empêche que c'est important de se couvrir dans ce domaine-là. C'est important de se couvrir dès la base, c'est-à-dire dès la création de la structure. C'est un risque à ne surtout pas négliger, parce que sinon c'est votre patrimoine propre qui peut être saisi. Voilà, donc et ça peut affecter vos héritiers, ça peut affecter votre conjoint. Donc ça, c'est des choses où à voir avec la plus grande vigilance. Également, quand je vous inviterai en prévention de ce risque-là, de bien vérifier votre délégation de pouvoir, qui doit se faire par le biais d'un avocat, afin d'éviter en prévention, de bien borner en prévention tout ce contour-là, où on pourrait vous reprocher des choses qui ne sont pas qui sont hors de vos pouvoirs. Il faut savoir que la responsabilité du dirigeant sera recherchée en cas de faute détachable de ses fonctions. Et on va finir par le slide d'après. Voilà, donc ça vous couvre en matière de frais de défense et en matière de dommages et intérêts, frais de défense civil pénal et frais de défense et dommages et intérêts co-civil, le pénal étant exclu du code des assurances. Je laisse la parole à Pascal. Je vais, voilà, tu vas sauvegarder un peu ta voix en attendant. Merci Marion pour cette présentation complète sur les aspects juridiques, effectivement, des risques. C'était bien de poser les textes et poser les obligations. Ce que je retiendrai, c'est qu'effectivement, nous sommes confrontés
nous sommes confrontés à des risques et des responsabilités. Et puis ce que je retiens aussi, c'est que pour tous les dirigeants de sociétés commerciales, le risque est accru, puisqu'on a bien compris que les juges, autant ils sont plutôt cléments avec les dirigeants associatifs, et tant mieux pour eux du reste, autant ils le sont beaucoup moins pour les dirigeants de sociétés commerciales. Donc, j'allais dire, le webinaire vous sera utile, puisque c'est principalement vous qu'on viendra chercher. Voilà, et on est tous confrontés à ça. Alors, après cette partie théorique, on a conçu une partie plus concrète, on va dire ça comme ça. Et donc, on a identifié à la fois des risques globaux et des risques métiers. Moi, je vais m'attacher à vous décrire les risques globaux, et on verra, c'est risque économique, risque en termes de contrôle URSSAF et ainsi de suite. Et puis, Marion reviendra sur 3 exemples qu'on a retenus, je crois, sur les risques métiers. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment toucher du doigt dans des situations concrètes les risques, et que du coup, ça puisse vous rappeler des situations et voir ce que derrière, vous pouvez mettre en place. Voilà, voilà, on a une première partie théorique qui me paraissait effectivement indispensable, et puis une partie plus pratico-pratique qu'on va dérouler maintenant. Alors, pour moi, le premier des risques, c'est le risque économique. C'est-à-dire que quand vous créez une structure commerciale ou associative, vous partez de zéro. Et donc, il y a un premier risque qui est lié à l'aléa économique, à savoir, vous n'êtes pas certain de la pérennité de votre entreprise. Vous démarrez souvent avec un petit capital, et puis il faut, là-dessus, vous devez générer du résultat pour payer vos salariés, puis vous payer. Et donc là, on est en zone de risque. On s'aperçoit qu'effectivement, encore plus maintenant, il est difficile de monter des structures de service à la personne d'une manière générale. Après, le marché n'est pas pour autant bouché. Ce qui me paraît absolument fondamental, c'est la zone d'intervention que vous allez définir. Il va falloir en amont bien réfléchir à l'étude de marché que vous avez réalisée, l'analyse concurrentielle. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on ne vous attend pas. Et donc, pour cela, l'étude de marché me paraît essentielle. Il y a un autre point qui est absolument fondamental, c'est même si, notamment pour l'aide à domicile, il y a des tarifs socles, on sait bien que le tarif socle ne suffit pas à garantir la rentabilité d'une structure. Et donc, ce qui est important, c'est d'identifier aussi sur quelle zone d'intervention vous allez intervenir et quel prix de prestation vous allez proposer en lien avec notamment la situation de la population. Est-ce qu'on est dans une zone plutôt favorisée ou plutôt défavorisée, auquel cas votre pratique de prix pourra être différente et donc votre stratégie sera différente. Donc là, c'est porteur de risque. On a identifié d'autres risques aussi, bien évidemment, liés à la reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise, alors on a vu lors des webinaires précédents que les prix de cession avaient considérablement augmenté au cours des 3-4 dernières années. Et donc derrière, il faut rembourser les prêts. Et là, il y a effectivement une zone de risque qui est incontestable. Et puis enfin, il y a tout ce qui est lié à la sous-activité. Vous pouvez avoir, par exemple, alors on va prendre deux typologies de structures. Si vous réalisez de l'aide à domicile et vous avez des gros plans d'aide, par définition, les personnes sont fragiles et peuvent décéder, aller en établissement. Et donc, vous pouvez être amené à perdre de gros contrats, auquel cas vous vous retrouvez avec les intervenantes salariés et sans le chiffre d'affaires en face. Donc là, vous pouvez être confronté à la sous-activité assez rapidement. Et puis, pour ce qui est de la garde d'enfants, on sait tous pour ce métier que vous passez un examen chaque année et que la saisonnalité est importante. Et votre saison, vous la faites principalement au mois de septembre. Et c'est à ce moment-là qu'on connaît votre niveau d'activité. Et donc, dans certaines situations, certaines agences perdent beaucoup de chiffre d'affaires en septembre. Et donc, là, on a une zone de fragilité auquel, effectivement, il faut faire attention. Alors, comment s'en prémunir ?
s'en prémunir, c'est s'assurer effectivement qu'on ait un pilotage de l'activité qui soit fiable et rigoureux, que vous puissiez disposer régulièrement de tableaux de bord. Et puis pour ceux qui sont déjà engagés dans des difficultés, il y a des dispositifs comme de la conciliation qui vous permet du coup de négocier un plan d'appurement des dettes rallongé, pour autant que vous ayez un vrai plan de développement de votre affaire. Voilà. Voilà j'essaye d'être bref, même si le sujet est passionnant, j'essaie d'être bref sur le risque économique et financier. Alors, il y a des risques liés aux dispositions spécifiques du secteur, il ne faut pas oublier, c'est vous bénéficiez de 2 dispositifs principaux qui sont le crédit d'impôt et qui sont pour tout ce qui est aide à domicile de la réduction générale renforcée. Donc la réduction générale renforcée, je le rappelle, c'est que dans la limite de 1,2 SMIC, les salaires correspondant aux prestations auprès de publics fragiles bénéficient d'un taux de cotisation sociale diminué, et cet avantage est important. Et puis, il y a tout ce qui est crédit d'impôt, et j'en parlais il y a 2 minutes. Ce sont des risques, j'allais dire systémiques. Chaque année, ou généralement, à chaque changement de gouvernement, dans le cadre de la politique du rabot, ils essayent de remettre en cause les avantages, notamment liés au crédit d'impôt. Et là, en termes de risques, chaque structure n'a pas grand-chose à faire. C'est plutôt au niveau des fédérations professionnelles qu'il faut être vigilant. Parce que le crédit d'impôt, notamment pour tout ce qui est prestations de ménage, repassage, c'est un avantage considérable d'un point de vue concurrentiel. Vous luttez contre le travail au noir et le particulier employeur, et donc c'est une source importante pour vous d'être plus concurrentiel, et ça vous permet d'avoir un avantage concurrentiel important. Donc ce sont des risques systémiques, exogènes, sur lesquels vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est intervenir auprès des fédérations professionnelles et être vigilant sur ce point. Alors, alors il y a un risque majeur lié à la réglementation. Pour tous ceux qui font notamment d'aide à domicile, il y a des évolutions très fortes liées à la réglementation. Donc, Marion parlait tout à l'heure du service autonomie, et donc du coup, vous aurez des choix à faire qui seront des choix importants, qui peuvent aussi, et donc il faut bien suivre cette réglementation de ce point de vue-là. Il y a un autre point qui est absolument fondamental, c'est le référentiel HAS. Le référentiel HAS modifie beaucoup ce qui était fait jusqu'à présent. C'est un vrai challenge pour les structures que de mettre leur structure et leur organisation en conformité avec le référentiel HAS. Au bout de tout ça, et la montée des conseils départementaux, on sait bien, le secteur est atomisé, et l'objectif des conseils départementaux, c'est de limiter le nombre de structures. Donc, là où il y a une vraie incertitude par rapport aux structures, c'est si elles ne suivent pas le changement de réglementation, le référentiel HAS, la notion les nouveaux dispositifs liés au service autonomie, effectivement, elles risquent d'être confrontées à un moment ou à un autre à un risque de non-renouvellement de leur autorisation, ce qui engendrerait purement et simplement la fin de l'activité. Donc, il y a des vrais sujets sur lesquels les structures, il va falloir qu'ils s'en saisissent. Et donc, j'attire votre attention. 2 points, service autonomie, et l'autre point, c'est référentiel HAS. Alors, comment s'en prémunir ? En formant les équipes, en se formant en tant que dirigeant d'abord, en formant les équipes, et puis sans doute en mettant en place une gestion en mode projet. Ce sont des techniques qui ne sont pas souvent utilisées dans le secteur, et pourtant, j'y vois une vraie opportunité à vous former sur le mode projet, sur notamment ces 2 changements réglementaires. Alors oui, bien sûr, vous allez sourire ou pas d'ailleurs. Effectivement, il y a un risque contre l'URSSAF.
à titre, en tant que dirigeant et en tant que structure vis-à-vis des obligations vis-à-vis de l'administration. Et l'obligation, c'est notamment de payer ses cotisations et que les bases déclarées soient les bonnes. Donc, en moyenne, les contrôles URSSAF interviennent tous les 6 ans. Et si vous avez la chance de ne pas avoir, au cours d'un contrôle, de ne pas avoir de redressement, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, on arrive plutôt tous les, pas loin des 10 ans. Je vois un petit mot d'Amel qui dit tous les 3 ans. Non, c'est tous les 6 ans. C'est ce que nous, on retrouve la plupart du temps chez nos clients. Alors, là où c'est important, et l'idée, c'est d'identifier les zones de risque. Donc, il y a bien évidemment pour les structures, toutes structures, la correcte application, la réduction générale des cotisations. Hein, c'est surtout ce qui est bas salaire. L'État a mis en place un dispositif qui permet de diminuer les cotisations sociales. Donc là, il y a voilà. Est-ce que la base retenue est bonne? Est-ce que le calcul des cotisations est bon? Ensuite, pour ce qui est de l'aide à domicile, je parlais de la réduction générale renforcée. Eh bien, on va voir la correcte application. Le contrôleur va vérifier la correcte application de la réduction générale renforcée. Donc, elle s'applique en cas de prestation auprès de personnes dépendantes. Donc, on va vérifier effectivement si la personne est bien dépendante et si le calcul est correct. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est, je parlais dans 1,2 SMIC, ce qu'il faut savoir, c'est attention, le calcul se fait lisser sur l'année, et donc il y a un vrai point sur, notamment en cas de départ, sur l'indemnité de congé payé. Si vous êtes amené à dépasser 1,2 SMIC, ça entraîne un paiement des cotisations supplémentaires. Il y a un autre point, bien évidemment, c'est les avantages en nature et notamment véhicules. Pour ceux qui utilisent les véhicules de société, notamment les dirigeants, puisqu'on a bien vu qu'ils étaient ciblés, est-ce que sont décomptés des avantages en nature, soit sur leur fiche de paye, soit pour les gérants majoritaires en termes de complément de revenus déclarés auprès de l'URSSAF. Il y a également tout ce qui est mutuel. Vous savez que vous avez l'obligation de faire cotiser à l'ensemble des salariés les mutuelles, et donc il y a un certain nombre de dérogations. Il faut donc s'attacher à ce que pour ceux qui ne cotisent pas, on ait bien tous les papiers qui prouvent qu'on est bien dans les 4 dérogations. Et ça, il faut le faire chaque année, parce que les choses peuvent évoluer d'une année sur une autre. Donc, ce sont des points qui sont systématiquement remis en cause. Et pour ce qui est des mutuelles, le risque, c'est d'appeler les cotisations sur les parts patronales des mutuelles si jamais vous ne respectez pas l'obligation de faire cotiser l'ensemble des salariés à la mutuelle. Et enfin, il y a un point sur les chèques cadeaux. Sur les chèques cadeaux, vous devez disposer d'une liste signée où vous constatez que les chèques cadeaux ont été remis aux salariés et vous en justifiez la remise par une feuille signée. Voilà, j'essaye de balayer rapidement le risque URSSAF. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'URSSAF soumet à cotisation les sommes que vous n'auriez pas payées malencontreusement. Si par exemple vous ne payez pas de temps de trajet au hasard, ou si vous omettez de payer la prime d'ancienneté, l'URSSAF va calculer l'insuffisance de cotisations correspondantes et appeler les cotisations que vous auriez dû payer si vous aviez fait les choses correctement et si vous aviez respecté scrupuleusement la convention collective. Donc tout ça, je l'ai déjà évoqué. Donc voilà. Donc ce que je vous invite, c'est effectivement faire attention. Alors disposer d'une base juridique solide. 2, s'assurer d'avoir un logiciel métier
qui fait la paye qui soit fiable, et vous assurez également que le paramétrage est correct. Voilà, parce que vous avez souvent beaucoup de choix dans le paramétrage, et c'est un point qui est fondamental dans le calcul des cotisations. Alors, il n'y a pas de risque. Enfin, on ne peut pas diriger une entreprise sans apprécier le risque fiscal. Alors, le risque fiscal, pour moi, il est plutôt très ciblé sur votre activité. Principalement, ce qu'on rencontre, nous, c'est le risque lié à mauvaise application des taux de TVA. Donc, on vous communiquera, il y a une page sur l'URSSAF qui est très précise sur impôts.gouv qui est très précis sur l'application des taux de TVA. Ce qu'on rencontre régulièrement quand on récupère un dossier, c'est que il y a pour les parts conseils départementaux, il y a certaines structures qui ne déclarent pas les prestations payées dans le cadre de l'APA. Et donc, il y a un risque là, en l'occurrence, il y a un risque de redressement important. Donc, il faut vraiment être vigilant sur ce point. C'est pas parce qu'il y a une prise en charge que pour autant, vous ne devez pas payer la TVA sur ce montant. Donc, c'est le risque qui est très ciblé. Moi, je dirais qu'il y a un autre risque, c'est aussi vous émettez, avec le crédit d'impôt, vous émettez un crédit sur le trésor public. Pour l'instant, ce point n'a pas encore été trop contrôlé. J'ai pu constater que certains jouent un peu avec, et là, il y a un vrai sujet avec le risque de remise en cause globale du crédit d'impôt. Donc, je vous incite fortement à être très rigoureux sur l'aspect de l'application du crédit d'impôt, et puis à bien vérifier l'application de vos taux de TVA, et notamment dans vos logiciels métiers, vous assurer que les codes articles sont affectés au bon taux de TVA. Alors, on va continuer sur les réjouissances. Hein. Effectivement, c'est des sujets auxquels on est tous confrontés. Donc, le risque contrôle inspection du travail. Alors, l'inspection du travail peut mener des contrôles inopinés, et donc il va s'attacher à vérifier le dada l'inspecteur du travail, c'est de bien vérifier l'application du temps de travail. Et notamment un point, c'est est-ce que les temps de trajet sont bien rémunérés? Je vous rappelle que les temps de trajet sont bien considérés comme du temps de travail effectif. Et donc, l'inspecteur du travail va être amené à vérifier vos plannings et s'assurer que le planning fait bien apparaître les temps de trajet, et il va vérifier ensuite que ces temps de trajet sont bien rémunérés au niveau du bulletin de paie. Donc, c'est un point qui est absolument fondamental. Et sur lequel je vous engage à être extrêmement vigilant, dans la mesure où cette fois, on parlait de le fait de ne pas rémunérer les temps de trajet peut être considéré comme une infraction pénale avec d'abord une amende et puis, j'allais dire, plus si affinité. Donc, c'est un vrai sujet de risque pour vous, pour votre structure, et donc je vous invite à vraiment faire attention à ça. Il y a un autre point aussi, pratico-pratique celui-là, c'est certains logiciels, et la plupart des logiciels maintenant calculent en automatique les temps de trajet. Faut-il encore correctement renseigner les adresses qu'ils ne le sont pas toujours, auquel cas, effectivement, si les adresses ne sont pas correctement renseignées, du coup, le calcul ne peut pas se faire. Donc, je vous engage à bien rentrer dans vos logiciels métiers l'ensemble des données pour que le calcul puisse être correctement fait et que, du coup, vous échappiez à ce risque qui est un risque important dans ce secteur. Il y a un autre point aussi qui est analysé par les inspecteurs du travail, c'est notamment dans le cas d'accords d'annualisation. En cas si vous avez un accord d'annualisation, ils vont vous demander l'accord, bien évidemment, et 2, ils vont regarder l'application de cet accord d'annualisation, et notamment quand, pour certains salariés, vous appliquez un avenant en cours d'année, voir comment est appliqué l'accord d'annualisation. Généralement, les accords d'annualisation prévoient qu'en cas d'avenant,
vous avez l'obligation de solder le compteur au moment où vous rédigez l'avenant, ce qui veut dire que vous pouvez être amené du coup à payer des heures complémentaires. Ce point important est systématiquement vérifié par l'inspection du travail. Et donc, ils peuvent vous demander, bien évidemment, un rappel de salaire sur les personnes qui ont été identifiées. Et ensuite, une mise en conformité. Continuons les réjouissances. Risque prud'homal. Alors, ce qu'on a essayé d'identifier, c'est les points importants en termes de risque. Alors, il y a bien évidemment pouvoir disposer du courrier si jamais vous signez des contrats inférieurs à 24 heures hebdomadaires, des contrats de travail, que vous disposiez bien d'un courrier manuscrit du salarié qui vous demande expressément à pouvoir bénéficier d'un horaire réduit par rapport à cette durée légale. C'est un point absolument fondamental. Le risque, c'est si jamais vous ne le faites pas, le salarié pourra demander la requalification de votre contrat et un rappel de salaire correspondant sur toute la durée du contrat, en le transformant, en demandant le rappel de salaire sur un contrat temps plein. Donc, ce sont des points qui sont absolument fondamentaux et je vous invite du coup à bien revoir régulièrement, vous assurer que vous avez bien fait signer, vous avez bien la lettre manuscrite du salarié qui vous demande expressément à bénéficier d'un horaire allégé. Ce sont des points importants en termes de risque et de rappel de salaire. Il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui était antérieur à l'application des nouvelles dispositions sur le travail de nuit. Et là, il y a eu beaucoup de litiges avec des montants qui ont été réclamés, qui ont été extrêmement importants. Donc, le travail de nuit, c'est une source aussi importante de litiges et donc de dommages réclamés aux employeurs. Et puis, enfin, mais ça, c'est vrai quelle que soit l'activité, le respect des procédures de licenciement, ce sont des choses absolument essentielles qu'il faut respecter. Donc là, l'idée, c'est de se faire accompagner par un professionnel sur ces procédures-là, parce que effectivement, l'absence de respect de procédure ou le non-respect de la procédure peut contraindre le juge effectivement à vous sanctionner durement. Voilà, donc 3 points essentiels: durée minimum, travail de nuit, et puis non-respect des heures de licenciement, des procédures de licenciement, pardon. Donc la prévention, bien évidemment, respecter la réglementation, ça va de soi, et être scrupuleux, parce que comme dans toute structure, parfois la vigilance a tendance à s'estomper au fur et à mesure des années. Il faut être vigilant aussi quant à la passation de nouveaux collaborateurs et bien s'assurer que les procédures antérieures de l'entreprise sont bien respectées. Donc une transmission qui me paraît absolument fondamentale. Et puis bien évidemment, pour la partie conseil, vous faire assister par les conseils qui vont bien, notamment en cas de procédure de licenciement. Pour ce qui est de la couverture du risque, vous aurez une production juridique qui vous permettra de couvrir les frais d'avocat. Mais en aucun cas ne vous permettront de couvrir les risques liés à d'éventuels dommages réclamés par les salariés. Voilà, donc j'ai essayé de boucler la partie rapidement. J'ai la partie risques globaux, ça me paraissait important de faire des focus sur certains points. Et maintenant, je laisse la main à Marion sur les aspects métiers qui sont passionnants et je lui passe la main. J'espère que tu as retrouvé un petit peu ta voix. Oui, pas de souci. On va faire au mieux pour la voix. Donc, pour que ça soit plus parlant pour vous, là où je vous ai mis trois exemples de risques, 3 exemples de cas de sinistres qu'on a pu avoir au sein du service et pour lequel votre responsabilité civile, professionnelle et médicale va jouer. Donc, en l'occurrence, on est dans une structure de garde d'enfants, le premier.
ben, il y en a un qui va, voilà, il va avec la nounou, elle l'emmène au parc. L'enfant va euh, comment ça s'appelle? Va déjouer, et désolé du terme, mais va déjouer la surveillance de la nounou. L'enfant va se casser le col du fémur et le coccyx. Les blessures, il s'est vraiment blessé. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de très léger, mais des blessures qui peuvent ne pas se consolider. Et ça va se terminer. Alors là, pour ce sinistre-là, en l'occurrence, j'ai fait le point hier avec mon collègue. On en a terminé pour 5 000, un peu plus de 5 000 euros de frais, comment ça s'appelle, d'indemnité de réparation du préjudice et de dommages qui pouvaient être liés à des conséquences après qui vont au-delà des frais médicaux pris en charge par la mutuelle. On avait eu le cas comme ça aussi d'un enfant avec une garde une personne qui gardait l'enfant à domicile. Elle repassait et l'enfant, en fait, il a mis sa main sous le fer. Et là, pareil, on a un préjudice qui était monté à plus de 10 000 euros. C'est un en plus, mais pour vous dire que les sinistres domestiques, ça arrive très couramment, très fréquemment, et que surtout sur un enfant, ça peut monter très vite. Pourquoi? Parce que l'enfant, s'il est handicapé et qu'il se garde ce handicap tout le long de sa vie, on va en prendre au moment de l'indemnisation de l'assurance, on va le prendre en compte. Il faut mieux des fois, malheureusement, que la personne décède plutôt qu'elle soit handicapée, fortement handicapée. Le décès de la victime coûtera moins cher d'un point de vue assurantiel. Désolé, c'est pas très réjouissant, mais ça coûtera moins cher que si la personne elle est dans un état d'un handicap très fort, enfin très, très impactant. Voilà, après, même si on est sur des structures de service à la personne, il arrive aussi qu'il y ait des SIAD. Donc là, c'est une infirmière à domicile. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi autonomie, réforme du grand âge, vous pouvez, pour les structures associatives en l'occurrence, vous liez avec un SIAD. Il faut savoir qu'une infirmière à domicile a pu provoquer la chute du bénéficiaire dans les escaliers. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve également quand même une aide à domicile fait la toilette d'une personne âgée, la personne tombe sur son crâne, ça peut entraîner la chute de la personne. Alors, ça peut se limiter à de l'incapacité permanente et totale, ce qu'on appelle également IPP, donc de 20%. Et là, ça fera un règlement de 35 000 euros, mais des fois, ça peut aller jusqu'au décès de la personne. Et voilà, la famille n'est pas forcément, n'est pas toujours préparée, même si la personne était voilà, en fin de vie, très âgée et tout. Les enfants ne sont pas toujours préparés à ce que la personne décède. Encore faut-il que la faute de l'intervenante soit prouvée. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut prouver en fait la faute de l'intervenante, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. L'intervenante, c'est facile de lui faire porter beaucoup de choses. Des fois, voilà, la personne, malheureusement, elle, elle allait décéder et c'est facile, n'importe quel geste de quiconque aurait pu donner le décès de la personne. Là, on arrive sur quelqu'un qui nettoyait la piscine. Il a omis de mettre la barrière de protection. L'enfant de 3 ans du bénéficiaire jouait au jardin, il tombe dans la piscine, il se noie. Donc c'est vrai que c'est 5 jours de coma. Là, dernièrement, on a eu le cas d'une intervenante, une personne en fait qui avait Alzheimer. Elle était restée à son domicile. L'intervenante devait fermer la porte derrière elle pour éviter qu'elle dévale les escaliers. La personne a dévalé les escaliers. Elle est décédée. Normalement, cette personne Alzheimer n'avait pas à rester toute seule au sein de son domicile. À un moment donné, ça va aussi Enfin, je pense que la personne, elle aurait mieux fait d'être placée dans une institution, en EHPAD. À un moment donné, il y a aussi toutes les limites
des, de, des interventions à domicile. En l'occurrence, là, l'intervenante, par un fait de négligence, a oublié de fermer la porte, elle a dévalé les escaliers et est décédée. Ça peut monter très très cher parce qu'il y aura une indemnisation qui peut se faire pour tous les héritiers. Donc, ça peut monter très vite. Après, il faut voir le lien qu'il y a avec les héritiers, mais ça peut coûter très cher à la structure et c'est nous, en tant qu'assurance, qu'allons payer ces dommages. D'accord? Donc, c'est vrai que ça peut vous mettre après dans. Enfin, l'assureur, voilà, c'est bien l'assurance, mais après, ça peut monter très très vite. Ça peut, à un moment donné, il y aura des répercussions qui se feront également, soit sur la prime d'assurance, soit sur la franchise. Donc, il y en a où on se retrouve avec des structures qui ont des sinistres avec peu d'écart. Donc là aussi, la sinistralité est corrélée au management de la structure. Si la structure, elle est bien managée et qu'elle agit en prévention, le personnel est bien formé, un sinistre isolément peut arriver, mais pas plusieurs à la suite. C'est qu'il y a un défaut de formation, un défaut de management de la part de la gérance de la structure. On arrive sur un point également qui peut coûter très cher à l'employeur, c'est la faute inexcusable de l'employeur. Plusieurs fois, on se retrouve avec des salariés qui ont un port de charge lourde, troubles musculo-squelettiques. Et en fait, là, c'est tout simplement la sécurité sociale qui va revenir vers vous en tant qu'employeur et rechercher votre responsabilité. Donc, en l'occurrence, pour l'aide à domicile qui était inapte au port de charge lourde et à la manipulation de personnes, à la manipulation de personnes, cette personne, elle pouvait pas porter des charges lourdes. Elle s'est blessée au bras gauche. La personne était alitée et il aurait fallu avoir quelqu'un qui pouvait faire ce geste. Là, en l'occurrence, la bénéficiaire ne pouvait pas. La sécurité sociale va revenir vers vous et va demander en fait une indemnisation de 36 201 €. Elle a demandé en tout cas à la structure de cette rente annuelle. C'est l'assureur qui payera dans ce cas-là les dommages que peuvent vous demander la sécurité sociale. C'est votre contrat de responsabilité civile, professionnelle et médicale qui interviendra. Pareil, second cas, une auxiliaire de vie sociale a été agressée par un bénéficiaire atteint de la maladie de l'Alzheimer. Ça, on le voit très fréquemment, hein, où on a même le cas du chien de la bénéficiaire qui vient mordre la personne. Ça peut monter très, très, comment ça s'appelle, ça peut avoir, les dommages peuvent monter peuvent être très conséquents, pardon. En l'occurrence là, pour cette auxiliaire de vie, il y a une réclamation de 60 000 €. Alors, une réclamation ne veut pas dire qu'on ira sur cette indemnisation. Après, ce sont toujours on demande. On sait très bien que si on demande, les montants sont toujours plus importants que ce qui sera que la transaction finale. N'empêche que ça veut dire qu'en l'occurrence, là, 60 000 €, ça a terminé aux alentours de 45 000 €. Donc, ce qui n'est pas négligeable. C'est l'assurance de responsabilité civile, c'est l'assureur qui prendra en charge ce montant. Donc là, il faut savoir que peut-être que vous ne faites pas des soins. Oui, Marion, il y a eu des questions là-dessus. C'est effectivement, ils ne font pas de soins. Et du coup, ça les a interpellés quand tu as dit qu'il y avait une responsabilité médicale. Oui. Ça les a interpellés. Je pense qu'ils ont besoin de précision là-dessus. De précision. Alors, pourquoi nous, on a mis dans nos contrats une responsabilité médicale dès le départ? Parce que déjà, on voit que des fois, vous êtes amené à faire des gestes officieux, c'est-à-dire que l'infirmière, elle n'a pas le temps de passer. On sait très bien qu'en manque cruel de personnel, la personne, vous êtes obligé de lui donner son traitement parce que
vous ne pouvez pas la laisser comme ça. En l'occurrence, là, c'était de la morphine. Mais il arrive que des fois, vous dites, ben, la mamie, elle dit, ben, vous pouvez me donner mes cachets, etc. Mon infirmière ne peut pas passer ce matin. Voilà, et ben, qu'est-ce que vous faites? Imaginez, c'est quand même prévu dans le pilulier. Bon, officieusement, l'aide à domicile, ben, dire oui, oui, pas de souci, je vais vous le donner. Eh ben, le pilulier, il a été mal fait, votre responsabilité médicale, les, les, voilà, les descendants ou les personnes, les enfants ou le conjoint diront, mais attendez, je ne comprends pas, vous avez donné les médicaments avec notre maman, mais vous n'aviez pas le droit, etc. Je ne comprends pas. Là, vous pouvez vous défendre par tous les moyens en nous disant, bah oui, mais je ne pouvais pas la laisser comme ça. Et il peut y avoir enfin voilà, il peut y avoir une erreur dans les médicaments donnés. La responsabilité médicale est faite pour ça. Et on sait très bien qu'il y a des gestes qui sont faits officieusement. Peut-être que même vous, vous soyez au courant de ce qui se passe, que vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a aussi un geste que certaines structures sont habituées à faire et qu'on ne pense pas forcément, qui est l'aspiration endéotrachéale, ce qu'on appelle l'AET, que des aides à domicile sont formées à ce geste. C'est une formation qui est de 3 jours, en fait, par exemple, par la Croix-Rouge. Pour ce geste d'aspiration endéotrachéale, vous pouvez être mis en cause. Il suffit que c'est du médical. On peut revenir rechercher votre responsabilité. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la frontière entre le médical et le paramédical est tellement infime qu'il faut mieux mettre une responsabilité médicale d'office. Ça peut être pareil, ça peut être avec des médicaments. Vous savez que pour les enfants, même en garde d'enfants, des fois on se dit, tiens, je peux, le petit Doliprane, ça va rien faire, etc. Des fois, vous n'avez pas le choix, l'enfant, il va avoir de la fièvre, vous croyez bien faire, et puis vous ne savez pas ce qui s'est passé, ou autre. On peut penser aussi à tout ce qui est ibuprofène. On dit, tiens, et puis imaginez, je sais pas moi, en cas d'ibuprofène, vous dites, bon, voilà, la fièvre, elle tombe pas, on alterne Doliprane et ibuprofène, et puis il se trouve que l'enfant, il avait une rubéole ou il avait une maladie infantile où il ne faut surtout pas donner d'ibuprofène. Votre garde à domicile, votre garde d'enfant a cru bien faire pour faire tomber la fièvre. Ça pourrait avoir des conséquences graves. On voit que l'ibuprofène ne doit pas être donné quand l'enfant a une maladie infantile. Les boutons sont déclarés 4 jours, 5 jours après. Ça, vous ne pouviez pas savoir que c'était une maladie infantile. La responsabilité médicale de la structure peut être engagée également. Donc voilà, même si vous ne faites pas du médical, par des choses qui sont faites officieusement, vous pouvez quand même être tenu pour responsable. C'est pour ça que pour ne pas vous retrouver face à une exclusion et une non prise en charge de la part de l'assureur, je vous invite à inclure de la responsabilité médicale dans vos contrats d'assurance. Et troisième sinistre, aujourd'hui, on en parle beaucoup avec le SMS du numérique qui va se mettre en place avec le concours de la CNSA à partir du 1er janvier 2024. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sensibilise les structures d'aide à domicile à s'équiper, à se protéger contre les risques cyber. Les risques cyber ne touchent pas que Orange, ne touchent pas que les autres. Malheureusement, vous pouvez être confronté également. Et une des choses que nous, on a eu, c'était de toute façon du piratage informatique qui vise à récupérer les informations personnelles de vos bénéficiaires à travers des mails factices. C'est le vol de données. Il faut savoir que la CNIL vous demandera une notification pour, entre autres également, dès lors que vous avez été impacté par le cyber, votre responsabilité peut être engagée sur ce vol de données. Donc, ce n'est pas à négliger non plus. Et vous voyez que le cyber, là, il y en avait pour 15 000. Il y en avait quand même une intervention qui a coûté plus de 150 000 € à la structure. Donc,
Voilà, on ne peut pas tout aborder. C'est une des choses où il faut faire très attention également à la responsabilité en cas de sinistre cyber. Et je vous inviterai également, dès lors que vous avez un sinistre, si vous avez un sinistre pour lequel vous pouvez être impacté, à le déclarer et à faire un dépôt de plainte également. Voilà. Alors, je pense que Marion, on sera d'accord pour effectivement accentuer le point fondamental, c'est effectivement la prévention. Hein. Dès lors qu'il y a un risque, on a vu qu'il y avait moyen, de le couvrir. Alors, risque zéro n'existe pas, c'est évident, mais il y a beaucoup d'actions de prévention, de formation, formation des équipes, de mise à jour aussi, d'être en mode permanent de revue, revue de ces contrats d'assurance, revue des pratiques métiers, sensibilisation des équipes. On a vu aussi sur les aspects plus administratifs qu'on a des risques liés aux risques Prodomo, liés à tout ce qui est temps de travail et donc l'application correcte de la convention collective et notamment tout ce qui est temps de travail. Donc effectivement, il y a des points à surveiller. L'idée, ça serait sans doute d'identifier à l'issue de ce webinaire, votre zone de risque et être amené à revérifier, recontrôler ce qui est mis en place chez vous et définir un plan d'action sur les différentes zones de risque que vous pouvez identifier vous-même. Ça me paraît effectivement être un point à retenir. Là où les grandes entreprises ont des services entiers de gestion des risques, il appartient souvent aux dirigeants de mettre en place des garde-fous pour vous assurer que effectivement vous puissiez limiter le risque au maximum. Et puis effectivement, il y a l'aspect assurantiel qui me paraît évident. C'est l'assurance ne couvre pas tout, hein, c'est ce qu'on a vu. Et puis, c'est pas parce que vous êtes assuré que pour autant, faut relâcher l'attention. Je pense que c'est des points à mener, et prévention et assurance. Voilà. Tout à fait. Il y a une réponse. L'assurance, alors vous avez cet ouvrage-là qui est intéressant, enfin que j'ai écrit pour raisonner en termes de gestion des risques, parce qu'il y a le risque de responsabilité civile, mais il y en a d'autres qui découlent, la responsabilité du risque automobile, la responsabilité des risques financiers, protection juridique, responsabilité des dirigeants et risques prud'homaux, pour lequel on peut apporter une réponse assurantielle, c'est-à-dire que le transfert de la charge, le transfert des éventuelles condamnations, dommages et intérêts et autres, au lieu que ça soit vos fonds propres qui soient monopolisés ou même et donc la continuité de votre structure, ça sera transféré à l'assureur. Voilà, c'est intéressant d'avoir cette vision globale. C'est parce que il y a le risque cyber, il y a le risque prud'homal, et cet ouvrage fait un point complet en la matière. J'ai regardé donc les questions par rapport à la responsabilité médicale. Je tenais à préciser que ce n'est pas parce que vous mettez dans la garantie, en fait, c'est dans votre contrat de responsabilité civile professionnelle. Vous y incluez une garantie, comme vous avez le dommage corporel, immatériel, c'est-à-dire tout ce qui est financier, consécutif ou non consécutif à un dommage. Il est important pour les structures telles que la vôtre que dans les garanties, il y ait aussi la RC médicale, de la garantie responsabilité médicale à hauteur au minimum de 8 millions d'euros. Ce n'est pas ça qui viendra remettre en cause votre autorisation ou autre, mais au moins si un jour vous arrivez sur un dommage ou qui soit vraiment à la limite de ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, médical et paramédical, vous n'aurez pas d'exclusion et d'opposition et de refus de prise en charge de la part de l'assureur. Donc voilà, c'est simplement ça. Il y a des programmes qui existent, qui sont très bien faits, sans coût supplémentaire, mais demandez simplement pour vous et pour... on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, et dans le cadre de la réglementation, demandez à ce que ces garanties soient incluses dedans.
La responsabilité des dirigeants, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut, il faut, il faut pas non plus faire l'impasse. Et enfin, prenez-la même dès le début de votre structure, parce que c'est pour nous un risque fort qui n'a pas beaucoup de fréquence, c'est-à-dire que c'est rare que ce risque-là se réalise. Mais en l'occurrence, pour la bonne continuité, la bonne gestion de votre structure en tant que dirigeant à titre personnel, il peut y avoir de l'intensité. Et malheureusement, là, en matière entrepreneuriale, on peut rechercher votre responsabilité, les associés ou autres, et ça pourrait mettre à mal votre structure. Donc, ne la négligez pas. Et c'est vrai qu'elle est méconnue par rapport à la responsabilité civile professionnelle ou à la protection juridique. Mais en l'occurrence, elle est essentielle pour votre structure et vous protéger en tant que personne physique à titre personne propre. Voilà. Alors, on va passer aux questions-réponses. La responsabilité médicale, on y a répondu. On avait une autre question sur les risques économiques, une question de Christine qui dit les risques on les connaît, mais y a-t-il des solutions contre les risques économiques? On est un peu coincé. Non, je ne pense pas que vous soyez coincé. Vous avez les risques économiques, ils sont de deux ordres. Si on essaye en fait, c'est le risque de non-continuité d'exploitation, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver une rentabilité qui vous permette de faire face à vos engagements. Donc il y a des solutions tout à l'heure, hein, c'est les zones de risque et le point fondamental, c'est votre niveau d'activité et donc comment vous développez votre activité, sur quel secteur et à quel prix. Et ensuite, qu'est-ce que vous mettez en face en termes de ressources? J'allais dire, effectivement, il y a les intervenantes et là, il y a la notion de marge qui est absolument essentielle. Et puis, il y a quelles sont les charges de structure que vous engagez. Effectivement, si vous avez des charges de structure importantes et si pour un chiffre d'affaires de 300 000 euros, vous avez 3 responsables de secteur, on comprend tout de suite que ça ne peut pas le faire. Donc, non, il y a des solutions, une analyse fine de la situation, à la fois en interne sur votre structuration de coûts et puis sur l'aspect externe, comment vous êtes amené à développer votre activité, sur quelle base tarifaire, est-ce que votre marge est suffisante? Et donc, non, je pense que vous êtes acteur à part entière de cette partie-là, et j'allais dire que c'est presque là-dessus où vous avez le plus la main, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Donc, je vous envoie un message d'espoir. Voilà. Alors après, une question de Sandrine. Je ne comprends pas bien cette assurance pour le chef d'entreprise, pour ne pas que ses biens soient saisis. De quoi s'agit-il exactement? Que faut-il demander à son assureur? Oui, alors je vais répondre à cette question. Donc en fait, on l'a vu au tout début et après à la fin de la présentation, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile des dirigeants. On l'appelle également la responsabilité civile des mandataires sociaux. Cette garantie, alors c'est ça qu'il faudra demander à votre assureur qui vous propose une assurance, ce qu'on dit en responsabilité des dirigeants ou responsabilité civile des mandataires sociaux. Cette garantie doit vous couvrir à titre personnel pour toutes les mises en cause que vous pourriez avoir dans le cadre de faute de gestion, violation des statuts, faute de gestion caractérisée, violation des statuts, dès lors que vous faites une faute qui est détachable de vos attributions. Pourquoi? Parce qu'on ira rechercher, alors ça peut être des tiers, ça peut être des salariés aussi, qui viennent vous dire, par exemple, vous n'avez pas appliqué la convention collective. Dans ces cas-là, c'est ce contrat qui va jouer. Ce contrat va jouer d'un côté, aux manières des frais, en vous prenant en charge les frais de défense au civil comme au pénal.
Et vous avez aussi, il va venir rechercher et il va vous payer vos dommages et intérêts, c'est-à-dire que vous pouvez être condamné à 200 000, 300 000 euros, sachant que les dommages et intérêts seront beaucoup plus importants seront beaucoup plus importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté entreprise plutôt qu'associatif. On pourra rechercher on vous paiera les dommages et intérêts plutôt que ce soit votre pavillon qui soit saisi. En associatif, on va couvrir tout ce qu'on appelle dirigeant de droit, c'est-à-dire président, conseil d'administration. Donc ça, ce sont les personnes. Et de l'autre côté, on couvrira les dirigeants de fait ou reconnus quasi-dirigeants de fait, c'est-à-dire directeurs, DAF, DRH, toute personne qui, au quotidien, pourra être reconnue comme dirigeant de fait par les magistrats. Il faut savoir que dans la responsabilité des dirigeants, vous avez ce qu'on appelle un volet risque employeur de personnes physiques. Donc, si vous êtes amené, vous, en tant que dirigeant, à faire du harcèlement sexuel, moral ou de la discrimination vis-à-vis de vos salariés ou même de personnes, parce que ça peut se passer aussi dans le cadre d'un entretien à l'embauche, ce contrat vaut avant, au moment de l'embauche, pendant la période, pendant la période du contrat de travail ou après, cette personne, un salarié qui est dans l'entreprise peut vous dire, voilà, vous me faites du harcèlement moral, c'est prouvé, mais c'est pas contre la structure qui va porter plainte, mais contre vous à titre personnel, c'est ce contrat également qui pourra jouer. Donc ça, c'est important de le savoir, qu'il y a également un volet risque employeur. Souvent, pour ce contrat-là, là où c'est au niveau des frais de défense et accompagnement que ça va plus se jouer. C'est pour ça que c'est important de le coupler avec un contrat de protection juridique professionnelle. Parce que les gens disent c'est du côté, c'est les dirigeants, pas toujours. On a vu que ça pouvait se passer, il pouvait avoir de l'intensité, mais c'est rare qu'il y ait de la fréquence sur ce type de contrat. C'est bien de le coupler avec de la protection juridique qui agira en prévention. Et s'il y a contentieux qui paiera également des frais de défense en plus de ceux qui seront pris en charge par ce contrat des dirigeants. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère en tout cas. Donc, n'hésitez pas, même par la suite, si vous avez des questions là-dessus ou sur les risques prud'homaux, bien évidemment, n'hésitez pas à m'interroger. Vous aurez mes coordonnées avec le PowerPoint. Je ferai un point complet avec vous là-dessus. Alors, question suivante. Pouvez-vous revenir, SVP, sur l'assurance des dirigeants d'associations? Qu'entendez-vous par association? En fait, l'association, c'est loi 1901, hein, tout simplement. Voilà. Après, il y a différents types d'associations, 1905, 1908, mais nous, ce qu'on connaît plus dans les services à la personne, c'est tout ce qui est association au titre de la loi de 1901. Voilà. Alors, nous n'avons pas forcément la main puisque les tarifs sont réglementés par les départements. Je parle là bien sûr des prestations de dépendance. Alors, il y a l'instauration d'un tarif socle qui est national et qui est de 23 €. Et 2, vous avez la possibilité aussi d'avoir un reste à charge que le bénéficiaire va payer. Donc je vais modérer un peu le point, c'est que moi je considère que vous avez la main et soit vous appliquez le tarif socle et c'est un choix, soit vous l'appliquez pas et là aussi c'est un choix. Beaucoup se sont complètement démarqués et ont augmenté de façon significative leurs tarifs et bien leur a appris puisque les résultats économiques ont suivi et il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un cercle vertueux. C'est si vous pratiquez des tarifs plus élevés, avec un petit peu de chance, vous arriverez à rémunérer un peu mieux vos intervenantes
Et donc là, il y aura la reconnaissance du travail qui est un travail difficile, et deux, c'est un élément important de fidélisation de vos équipes. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous nous dites. Voilà. Alors ensuite, on a pas mal de questions, hein. Bonjour, concernant la TVA à 5,5 et le contrôle URSSAF, vous avez dit que l'URSSAF va vérifier la dépendance des PA. À partir de quel GIR peut-on bénéficier du taux 5,5? Quid des personnes dépendantes qui ne souhaitent pas bénéficier de l'APA? Alors, merci Alexandra pour votre question. Alors déjà, c'est pas l'URSSAF qui va contrôler l'application du taux de TVA, c'est l'administration fiscale. Ce que va contrôler l'URSSAF, c'est est-ce que effectivement la personne est bien dépendante, et dans quelle mesure vous appliquez correctement la réduction générale renforcée en termes de cotisation sociale. Donc ça, c'est la partie URSSAF. En ce qui concerne la TVA, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait notamment un certain nombre de cabinets d'expertise comptable qui considèrent que tout ce qui est pris en charge par l'APA ne doit pas supporter la TVA, ce qui est faux. C'est-à-dire que l'intégralité de vos prestations sont bien assujetties à TVA. Après, ce que va faire l'administration fiscale, c'est, en fait, il y a deux niveaux d'intervention. Est-ce que c'est de l'aide ménagère, auquel cas c'est un taux à 10%, quand bien même ça, vous intervenez auprès d'une personne dépendante, et tout ce qui relève de l'accompagnement, on va dire, à la vie courante, relève d'un taux à 5,5. Donc c'est décorrélé, si vous voulez. Le tout, c'est que vous puissiez être en mesure de prouver que la personne en question est bien dépendante. Voilà, c'est le point fondamental, et c'est pas une question de GIR en l'occurrence. La prise en charge de l'APA se fait à partir du GIR 4. Maintenant, l'application du taux de TVA à 5,5, il faut simplement avoir des éléments qui prouvent qu'effectivement la personne est dépendante. Donc ça peut être un avis du médecin, ça peut être voilà, puisque en l'occurrence, dans le cas que vous citez, les personnes ne font pas jouer l'APA. Voilà. Alors, si on veut s'assurer correctement, quel en est le coût? Ça, c'est une question pour Marion. Tout dépend de la taille de votre structure. Tout dépend la sinistralité aussi que vous avez. Voilà. Après, je vous inviterai à me contacter et on regardera ça ensemble pour étudier tout ça avant le 31 octobre, puisque en tant que professionnel, vous avez jusqu'au 31 octobre pour dénoncer vos contrats d'assurance. Il y a un préavis de 2 mois. Après, voilà. Après, il faut regarder. Il y a plein d'éléments, le nombre de TP, le nombre de salariés, le budget ou chiffre d'affaires suivant la typologie de structure. Voilà, c'est tout. Après, oui, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Bien sûr. En fait, je peux pas dire comme ça un tarif et puis ça serait pas pertinent et pas du tout intelligent. Et puis ça se dit pas. En fait, je pourrais pas. C'est pas professionnel. Donc le mieux, c'est de. Ouais, et puis ce qui est important, c'est bien de mesurer aussi le risque couvert et ce que ça apporte. C'est comme tout, il y a un coût, et puis en face, Bien sûr. ça veut dire qu'il y a le service attaché, et donc c'est la couverture des risques qu'on a évoqué aujourd'hui. Oui, et puis moi je dirais que c'est mes collègues des sinistres qui ont un rôle primordial, parce que c'est vous accompagner quand vous avez un sinistre. C'est surtout ça. C'est ça, et c'est ça qui compte. Tout n'est pas une histoire de tarif. Tout, il faut regarder il faut qu'il y ait un équilibre, une medium statu vertus, un équilibre entre les garanties et le tarif et l'accompagnement qui va derrière. Parce que si pour vous retrouver sur une plateforme où demain vous avez le décès d'une bénéficiaire suite à la faute d'une salariée et que vous êtes en panique et que les enfants vous disent on va vous intenter un procès, vous en avez pour 100 000, 150 000 euros, ou même un enfant. Hein. Nous, ça nous est déjà arrivé, une petite fille qui a été culbutée pour défaut de surveillance de la salariée. Elle était avec sa petite sœur. Bon, voilà, la structure a été en panique. Qu'est-ce que je fais? La petite fille était dans le coma. Comment ça se passe? C'est
c'est vous rassurer. Enfin, le mot assurance veut dire aussi savoir vous rassurer et savoir poser un regard objectif sur les situations, les sinistres auxquels vous pouvez être confrontés. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ah, pas tout à fait. Il y a une question de David Moreau en complément de ma réponse. Alors effectivement, il pose la question il précise que l'augmentation pour les prestations dépendantes, l'augmentation est fixée par décret. Et là, je vous rejoins, effectivement. Vous êtes contraint par cette augmentation pour les contrats existants. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire deux choses. Pour les nouveaux contrats, vous pouvez appliquer une nouvelle grille tarifaire, donc c'est un premier point. Et puis sinon, si vous estimez que effectivement le prix des prestations est trop faible et ne permet pas de couvrir vos charges et n'est pas satisfaisant, vous pouvez demander à vos bénéficiaires de signer de nouveaux contrats avec le risque faisant apparaître un nouveau tarif. Le risque pour vous, c'est qu'ils refusent et qu'ils décident finalement de partir à la concurrence. Maintenant, effectivement, c'est un vrai sujet. Moi, j'aurais tendance à dire il faut d'abord analyser vos tarifs actuels et voir vos tarifs actuels, ceux des concurrents, voir ce qui est pratiqué dans votre territoire pour voir si on s'engage sur une augmentation tarifaire sur les nouveaux contrats et ou sur les contrats anciens. Voilà. La fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Marion. Écoutez, avec plaisir. À la prochaine. Belle journée à tout le monde. Ça, et on vous retrouvera, Marion et nous, au salon service à personne au mois de novembre. On a chacun un stand chacun et on est situé l'un en face de l'autre. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, comme ça, si vous avez des questions qui nous concernent tous les deux et tout, on pourra échanger de vive voix. Ça sera encore mieux et plus simple que par visio. Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Belle journée. Bon courage. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.